Aujourd'hui, nous allons parler de ce nouveau livre qui est sorti ce mois-ci, Confidence d'un agent du renseignement français, un livre de Willem Giraud, que vous voyez ici à l'écran. Et donc, j'ai lu, donc de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'un ingénieur télécom. Donc, je vous explique l'histoire dans les grandes lignes, sans rentrer dans le détail. Et après, je vais vous dire quelle est la philosophie que sous-entend ce livre. Donc, en fait, c'est un étudiant en ingénierie télécom. Et donc, il va faire son service militaire. Donc, ça sera dans l'armée de terre. Mais je crois que l'armée de terre le renvoie à la DST, la Direction de surveillance du territoire. C'est l'ancêtre de la DGSI, de la DCRI. Et donc, elle va rentrer dans le service avec les officiers de police judiciaire. Et dans ce service, elle va faire son service militaire. Et donc là, ils voient qu'ils sont encore archaïques dans les enquêtes, ils ne sont pas informatisés, tout ça. Donc, il va rester 1 an. Ensuite, je pense, si je me rappelle bien, il va aller chez Amesis. Il a été chez Amesis, ça je me rappelle bien. Il a été chez Amesis. Amesis, c'est ceux qui installent des systèmes de surveillance dans des racks, dans les serveurs informatiques, pour aspirer toutes les données. En fait, c'est la surveillance de masse, pour aspirer toutes les données des opposants politiques, des défenseurs des droits de l'homme. Enfin, c'est du matériel informatique qui sert à la répression des citoyens. Donc, ce matériel informatique, il va être vendu à la Libye, avec les bonnes grâces du gouvernement français. Et donc Kadhafi va pouvoir faire de la répression sur les citoyens libyens, arrêter les journalistes, tout ce qui est opposant politique, grâce à ce matériel. Parce qu'avant, la Libye n'en avait pas. Donc lui, il n'aime pas la surveillance de masse, l'auteur, Giraud. Et donc, il va être envoyé sur le terrain, alors que dans son contrat, c'était prévu qu'il ne fasse pas ce genre de travail. Donc, il va être envoyé sur le terrain en Libye. En Libye, il va s'occuper de la formation. Mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas drillé sur le manuel d'emploi. Donc, il arrive comme ça sur le terrain, et donc ça ne se passe pas bien. Les Libyens, il va rencontrer Sinoussi, qui est recherché par les tribunaux anglais, qui est responsable de l'explosion de l'avion au-dessus de Lockerbie. Et donc, il va le rencontrer, et donc, il va devoir dégager de la Libye parce que les officiers libyens, ils ne sont pas heureux de lui parce que son taf, il n'est pas bien fait correctement, il a des lacunes. Et donc, en fait, il remarque aussi, il dit aussi dans le livre, Giraud, c'est qu'il voit des Libyens qui n'ont jamais touché un ordinateur, qui sont juste dans la répression politique contre le peuple. Et en fait, on voit plutôt une bande d'attardés, c'est ça plutôt, dans les grandes lignes. Donc il retourne en France, et donc, en fait, il va démissionner d'Amesis. Non, son contrat ne va pas être renouvelé, voilà. Et donc, à partir de là, il va rentrer. Donc, en fait, pour le matériel d'Amesis, il faut savoir qu'il a été backdooré, c'est-à-dire qu'il y a des portes de sortie. Et donc, en fait, les Français, via la DGSE, je suppose, ils pouvaient accéder aux données du serveur informatique. Et donc, ils aspiraient, ce que les Libyens aspiraient, les Français, les services français, ils avaient connaissance, quoi. Voilà, ça c'est dit. Mais dans le livre, on ne le dit pas, mais moi, je le sais, quoi. Et donc, après cet épisode d'Amesis, il va aller pantoufler de nouveau à la DST, je pense. À la DST, il va rester, il va un peu mettre à niveau le système informatique, avec une interface web, avec une base de données. Donc là, il va s'occuper de l'encodage des écoutes téléphoniques et des métadonnées des fadettes. Et voilà quoi. Mais il va aussi remarquer qu'il y a du matériel, on appelle ça des minutes grises, si je me rappelle bien. Et donc, il va remarquer qu'il y a en fait des communications qui vont être déroutées sur des appareils mobiles, parce qu'en fait, il y a des forfaits. Les opérateurs vendaient des forfaits, donc ils ne vont pas savoir écouter toutes les communications à la DST. Donc ça va poser un problème. L'État ne fait rien, ne bouge pas contre ces spéculateurs. En fait c'est je vous explique comment on vendait des abonnements à l'époque, des puces illimitées de communication qu'on devait utiliser en bon père de famille.
Il y avait des petits malins, ils avaient des matériels informatiques, donc ils reroutaient les appels des postes fixes et des téléphones mobiles, et ça leur permettait de gagner des centimes sur les appels illimités, quoi. Ça c'était pour les trafiquants, entre parenthèses, quoi, des communications. Et donc à la DST, en fait la DST, il y a un problème pour lui, c'est que comme il est ingénieur, il va pas monter en grade, et en fait c'est un contractuel, hein. C'est pas un agent comme les fonctionnaires de police. Donc il ne va pas pouvoir monter en grade, et il va rester toujours son grade, tandis que les officiers de police judiciaire, eux, ils ont des primes et ils vont monter en grade, quoi. Donc il ne va pas rester beaucoup d'années, il va sortir de là. Il va aller au ministère de la Justice en tant que chef de projet, via une connaissance, une femme, si je me rappelle bien, qui va présenter son CV. Donc il va être engagé, il sera place Vendôme, dans le bâtiment du ministère de la Justice. Là, il va s'occuper du PNIJ, en fait, c'est le ministère de la Justice réorganise les interceptions de communication pour la justice, si je me rappelle bien, dans les grandes lignes. Donc lui, il va devoir mettre en place le projet, mais ça ne se passe pas bien parce qu'à un moment donné, il va découvrir qu'ils vont vouloir faire des interceptions de masse. Ils ne vont pas respecter, la vie privée. Et donc là, il va être mis de côté, et donc là, il va s'en aller. Alors là, il commence pour lui une aventure africaine. Là aussi, il a face à lui des pays africains qui sont tentés par la surveillance de masse. Et donc, il va créer sa société en fait, donc il va essayer de vendre des solutions au cas par cas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ces solutions? C'est des solutions plutôt orientées dans le défensif. Mais certains, ils veulent, des Africains, des dictateurs africains, ils veulent de l'offensif. Ils veulent aspirer de tout. Et donc, il va vivoter là en Afrique, puis il va aller à Dubaï. À Dubaï, il va faire de la prospection, il va tomber sur les sociétés anglaises. Alors, on découvre dans le livre que ces sociétés anglaises mettent des backdoors aussi. C'est des sociétés de cybersécurité, donc ils vendent des solutions de masse. Ils ont des sondes, hein, je suppose, dans les réseaux 4G, dans le Wi-Fi. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est que les dictateurs au Moyen-Orient veulent aspirer toutes les données, et donc lui il est contre ça, mais il ne perce pas sur le marché parce que les sociétés anglaises sont omniprésentes et les dictateurs là-bas ils travaillent avec des Anglais ou des Américains. Et donc cette société anglaise recrute beaucoup d'hackers, beaucoup de pirates informatiques dans les services de renseignement, NSA, CIA, tout ça, et on le découvre dans le livre. Et donc, pour lui, la vie, elle n'est pas très rose là-bas, quoi. Donc, il est à Dubaï, hein, chez les riches, et il habite dans une villa, hein, c'est ce qu'il explique, quoi. Et donc, il va vivoter. Donc, on sent que, par exemple, dans le livre, que ça l'embête, cette cybersurveillance. Donc, il va aussi être confronté à Pegasus, et donc, il explique qu'il est dans une base militaire, il est civil, quoi, il vit en civil, il travaille dans un bureau sans fenêtre. Un interlocuteur du palais présidentiel arrive, donne un numéro de téléphone, il doit appeler cet interlocuteur, il découvre qu'il est en Lettonie ou en Estonie, je ne sais plus c'était où, et que c'est un représentant de la société NSO, ceux qui installent des mouchards dans les téléphones à distance sur les systèmes Android et Apple. Et donc il dit, il ramène un rapport au souverain, hein, pour lequel il travaille, hein, et donc il dit que voilà, il ne faut pas utiliser ce logiciel, ce service de NSO, parce que c'est des Israéliens, et que les Israéliens sont connus comme des fouteurs de merde. Donc tout ce qui vient de NSO, d'Israël, c'est avec des backdoors, c'est-à-dire que c'est du matériel informatique. Par exemple, tout le matériel informatique, par exemple, pour la Suisse qui a été vendu, il était backdooré. Donc tous les pays qui veulent acheter du matériel israélien, il ne faut pas acheter ni américain, et même français, ce que je sais, quoi, parce que je lis les livres, donc voilà. Tous ces matériels, donc en fait, tous ces matériels, ils sont avec des backdoors, avec des portes de sortie, et donc tous les pays qui vendent ce matériel, ils ont accès à vos données, quoi. Et donc pour en revenir à cet état du Moyen-Orient, voilà, donc il remet un rapport négatif, mais le dictateur, il n'en tient pas compte, hein, et donc il va quand même faire appel à NSO pour écouter beaucoup de gens. Même des amis, des journalistes et tout ça, hein. Donc ça va servir à la répression, défenseurs des droits de l'homme en prison, avocats qui défendent en prison, dissidents en prison, voilà, tout le monde y passe, quoi. Et donc il se retrouve là-dedans, hein, donc il a quand même faire quelque chose de bien, c'est qu'il va aller à Djibouti, il raconte dans le livre, parce que les Djiboutiens ils ont un problème, c'est que les pirates informatiques,
ils ont bloqué le nœud d'entrée de l'Internet, et donc il n'y a plus personne au pays qui peut faire de l'Internet, quoi. Donc il va réunir une équipe d'informaticiens ou d'ingénieurs, et donc ils vont patcher le firmware du matériel pour qu'il soit à jour, parce qu'avant ils ne faisaient pas les 10 boutins. Et donc voilà, donc il va toucher un peu de pognon. C'est sa seule réussite, hein, je pense, dans le livre, quoi, pour un État. Donc là, comme l'État à Dubaï, il faisait plus de la protection, hein, donc il protégeait les communications du gouvernement, c'est ce que j'ai lu, quoi, dans le livre, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, donc c'est quelqu'un qui veut faire le bien, et comme il est ingénieur télécom, il veut faire de la sensibilisation auprès des gouvernements pour préserver le droit à la vie privée, ne pas faire de cybersurveillance de masse d'une population, hein, chez nous en Europe ou en France. Donc voilà, c'est sa pensée qu'il veut faire transpirer dans le livre, quoi. C'est ça qu'il veut que le lecteur perçoit. On sent que c'est quelqu'un qui est honnête dans son travail, donc il ne veut pas aller du côté du mal, des forces obscures, hein, comme ils font les pays, quoi. Vendre de la merde pour sauver les gens, voilà, quoi. Alors on découvre aussi que la DGSE, dans le livre, font de l'interception de masse, avec un système américain qui s'appelle Palantir. À mon avis, c'est un système de gestion de données, quoi. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on découvre en fait dans le livre que lorsque la DGSE a une cible, qu'elle ne peut pas avoir les communications de ce citoyen français, qu'est-ce qu'elles font? Eh ben, les agences passent par les Américains, par exemple. Hein. Ça peut être via les Anglais. Donc ils passent par les Américains et les Américains leur envoient les communications d'un citoyen français. Donc ça leur permet de contourner la législation française. Donc ce serait bien qu'un jour les députés du Parlement, les sénateurs français, notre pays, obligent la DGSE à ne plus passer par un pays tiers sur les communications, hein, les appels et tout ça, parce que c'est protégé par la Constitution. Il faut respecter un ordre établi au niveau bureaucratique pour mettre quelqu'un sur écoute. Ben, les services secrets passent par des pays étrangers pour avoir ces communications. C'est ce que moi je dis. C'est ce qu'on voit dans les livres. Alors je vais vous lire quelques paroles à la fin du livre de l'auteur. Voilà, donc c'est Giraud qui parle, hein. Moi je vous lis les paroles. Hein. Alors, mon avis face à tout cela est que nous devons urgemment définir de nouveaux modes de gouvernance, moins centralisés sur un excessif exécutif intéressé par les gains à court terme que peuvent lui procurer la technologie et ses moyens de contrôle. Un principe semble se dégager de tous les enseignements que je tire de mes expériences. Il s'agit de la frugalité. De la même manière que nous devons urgemment redéfinir nos interactions avec notre écosystème, arbitrer pour une vie en harmonie sur le long terme. Il faut nous appliquer la même rigueur en matière de surveillance. Les procédés de collecte de masse ont fait leur temps. Il faut à nouveau cibler nos recherches pour préserver nos démocraties, dont de récents événements ont prouvé la fragilité. Il faut arrêter cette gabegie de données qui dilue dans le sens des investigations à la responsabilité des intervenants. Les spécialistes que sont les officiers de police, de renseignement et d'autres forces de sécurité doivent être réunis au centre du dispositif et alimentés avec un flot de données qui soit humainement gérable. Ça, c'est parce que les services de police, les services de renseignement, ils aspirent tout, les données, le net, les communications, tout. Et humainement, c'est pas possible de gérer ça. Donc, on fait appel à l'intelligence artificielle, mais est-ce que ça a des résultats? Ça ne le sait pas. Donc, c'est ça qui dit qu'il faut cibler. Il ne faut plus faire l'interception de masse, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut taper un nom dans le moteur de recherche et cibler cette personne. Et après, c'est à la machine de chercher au niveau des data, quoi. C'est ce qu'il dit, quoi. Alors, idéalement, donc, il faut aussi agir sur le plan des relations internationales en diffusant largement des bonnes pratiques d'emploi des technologies de surveillance, puis évaluer et contrôler les pays dans leur application de ces nouvelles pratiques. À titre individuel, enfin, nous devons nous interroger sur le rapport entre le bénéfice des technologies et les risques qu'elles font peser sur l'équilibre de nos vies. Ce constat fait, à nous de remettre en question nos habitudes de consommation et diminuer en conséquence le pouvoir des géants du numérique que soumisants n'ont aucun intérêt à ce que nous vivions bien. Voilà, c'est par ces paroles que j'ai lues dans le livre, sur ma tablette, que ça se termine. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Donc, il est au Moyen-Orient. Vous allez rigoler, hein. Il est au Moyen-Orient
Et donc, il essaie de travailler avec un fournisseur de matériel informatique. Et donc, il est contacté par ce fournisseur. Et parce que lui, Giro, ils vend des prestations défensives, entre parenthèses. Et donc, il découvre qu'en fait, c'est des Iraniens. C'est une obscure société iranienne qui veut un matériel d'interception. Donc, Giro, il a une idée, c'est de contacter la DST, qui va transmettre la demande à la DGSE, et qui va s'occuper de mettre de backdoor dans le matériel informatique. Et l'idée, c'est de vendre ce système aux Iraniens. C'était ça son idée. Mais il y a un petit problème, c'est que les mois ils passent, et il va apprendre de son fournisseur que le matériel a été déjà vendu par un intermédiaire, et que cet intermédiaire a volé l'argent et le matériel. Donc, c'est fini. Donc, il perd tout, il n'a pas d'argent, le client, l'Iranien, la société iranienne de façade, elle a payé, et donc tout le monde perd dans l'affaire. Voilà. Moi, j'ai fini le livre, hein, donc ceux qui veulent lire un peu sur la surveillance de masse, voilà. On n'apprend pas beaucoup de choses hein, sur Pegasus, rien de neuf, quoi. Donc voilà, c'est terminé.